Salut Angelo. Salut Mounia. Aujourd'hui, on a la joie de recevoir Thibaut de Montalembert. Bonjour Thibaut. Bonjour Mounia. Bienvenue. Bonjour Andrew. Bonjour Thibaut. Alors, c'est un nouvel épisode de la série Présent qu'on fait ensemble. Ouais. Notre envie, elle était assez simple sur cette série. C'était de parler de spiritualité, mais de façon assez concrète. La spiritualité dans le quotidien, dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle. Et assez rapidement, quand on brainstormait sur nos invités, tu m'as parlé de Thibaut, que tu connais bien. C'était le nom juste après Pascal. Voilà, c'est vrai. Ouais. Ou dans l'ordre, Ouais. ça marche bien. Alors racontez-moi un petit peu tous les deux comment vous vous connaissez. Comment on s'est rencontrés? La voix. Ah oui, La c'est voix. ça, la voix. La voix off d'abord. La voix off. Avec. C'était avec Sophie Galitzine Galitzine, pour sa c'est ça. pièce Faire corps. Voilà. Et donc Thibaut, moi je mettais en scène cette pièce de Sophie, et puis Thibaut incarnait plusieurs voix off de prêtres, on pourrait dire ça, ouais, différents, sur une pièce qui parle de la place du corps dans l'église. Donc c'était aussi une manière de se rencontrer sur un pan spirituel. Oui, c'était tout de suite un axe. Oui, Oui, c'est clair. Ça a ça a orienté un peu conversation. la Voilà. conversation. Ouais. Et alors, pourquoi tu as eu envie d'inviter Thibaut? Pourquoi j'ai eu envie d'inviter Thibaut? Déjà parce que cette rencontre ça fait partie des rencontres où je me souviens, on déjeunait, c'était au Vert Luisant. Et puis je suis arrivé, c'était la première fois que je te rencontrais, donc pour faire un peu une réunion de rencontres. Et je sais pas, j'ai senti une espèce de connexion, que quand il parlait, quand je parlais, il y avait quelque chose où il y avait une espèce de sous-texte, une sorte de... Je pourrais presque oser dire, mais je pense que Sophie m'en voudra pas, qu'il y avait Sophie, il y avait Thibaut, il y avait moi, il y avait son producteur ou agent, je sais plus. Et en fait, moi, il y avait des moments où je sentais que c'était plus entre nous que ça se passait, quoi, qu'on parlait du projet et qu'on parlait du thème, effectivement, de la spiritualité, mais puis surtout du corps dans l'église. Mais il y avait quelque chose d'un lien spontané, ouais, je pourrais dire ça comme ça, qui pour moi, en tout cas, de mon côté, s'est fait. Et je savais que c'était comme une espèce de tremplin. Enfin, on passe par là pour se rencontrer, mais c'est pas ça qui... C'est un prétexte. C'est pas vraiment ça le sujet. D'accord. Enfin, Ok. c'est ce que j'ai vécu. Oui, c'est exactement ça. Ouais, tu vois, C'est donc... exactement ça. on n'a pas débriefé. Hein. Et alors, Thibaut, toi, tu es acteur. Oui. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui te connaissent et qui vont te reconnaître. Tu es une star. Non, je ne suis pas une star. Disons que j'ai fait une série qui a été très connue, 10%, voilà, Ouais. donc, qui m'a fait passer à un certain niveau de reconnaissance. Mais je ne suis pas une star. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue maintenant? Oui, on me reconnaît. Comment est-ce que... Donc, Angelo t'en a parlé. L'idée, c'est de voir comment notre pratique spirituelle, notre spiritualité fait partie de notre quotidien, et notamment dans notre métier. Comment est-ce que toi, tu pourrais dire que tu cultives, ou en tout cas tu es en contact avec une certaine forme de présence en tant qu'acteur dans les différents projets Alors, il faut que je vous parle un peu de qui je suis, non? Et avec plaisir. Comment je suis arrivé sur cette terre et avec quel projet que je commence un peu à le voir, mais évidemment c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure de sa vie, ça, le projet de son âme. On n'est pas au courant de ce projet tout de suite. On en prend conscience petit à petit, et je commence à vaguement le voir. Je pense qu'à la fin, j'aurai une idée un peu plus précise au moment de changer de lieu. Je viens d'une famille très traditionnelle, catholique, aristocratique, vraiment traditionnelle, quoi. Et il se trouve que, dernier de 7 enfants, mère irlandaise, elle aurait été ravie que son fils soit prêtre. D'accord. Voilà, histoire de sauver la famille un peu. Et ça correspondait à quelque chose qui m'habitait en tant qu'être humain, depuis tout petit. Une espèce de soif, de fascination pour
aujourd'hui, je dirais l'absolu. À l'époque, je ne savais pas très bien de quoi il s'agissait. Et donc, assez vite, dès l'âge de 9 ans, il y a eu deux choses qui se sont... deux choix de vie que j'ai eu envie de faire, qui étaient très, très différents, qui étaient l'un d'être prêtre et l'autre d'être comédien. Les deux se À peu sont... près en même temps. Ok. Se sont déclarés à peu près en même temps. Être prêtre, c'était pas très clair pour moi, et encore une fois, je crois que c'était aussi très influencé par mon entourage, mais il y avait toujours cette espèce de chose de désir d'absolu. Je voyais bien les lectures que je pouvais faire. À l'époque, je lisais La Quête du Graal, ça me passionnait. Bon. Et puis, finalement, la seule spiritualité que je connaissais, c'était l'Église catholique, vue par ma famille. Donc, je ne pouvais pas imaginer d'autres chemins que celui-là. Et dans ce chemin-là, la voie royale, si on était en quête d'absolu, c'était de devenir prêtre. Oui, c'est ça, c'était l'engagement. Bon, ok, très bien. Alors, c'était là, dans un coin, ça me titillait, en même temps, c'est un truc qui me faisait très peur aussi. En même temps, donc à peu près à la même époque, je vois Il était une fois dans l'Ouest au cinéma, j'avais 9 ans. Je sors de là et je me dis, mais je veux être acteur. Et je veux jouer de l'harmonica. Et j'ai fait les deux. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est quand même dément de faire un métier qui te permet d'endosser, de vivre plusieurs vies en une seule, en fait. C'est ce qu'on disait avant de commencer à enregistrer. Voilà, Que... exactement. Donc ça, c'est resté, et puis j'ai grandi avec tout ça. Vers 19 ans, 19 ans à peu près, je décide d'accepter ma vocation, ce que je croyais être ma vocation religieuse. Et peu de temps après avoir pris cette décision, j'ai un gros accident de voiture, trauma crânien, etc. Et il faut que j'aille me reposer à la montagne. Et je dis d'accord, mais dans un monastère. Et je vais dans un monastère de trappistes qui s'appelle Egbel, qui est à côté de Montélimar. Et je tombe amoureux de l'endroit, des gens, du style de vie. Moi, je connaissais que les bénédictins, qui sont des intellectuels. Là, c'était des trappistes. Et les trappistes, c'est vraiment c'est la louange de Dieu à travers la nature, à travers faire la culture, le travail de la travail de la terre, etc. Et je m'y retrouvais beaucoup plus là-dedans. Je reste 4 mois. J'avais raté mon bac une première fois. Et les bons pères, très sagement, me disent, écoute, repasse ton bac. Tu viens passer les vacances si tu veux. Et puis, l'année prochaine, si tu veux rentrer, tu rentres. Bon, ok. Donc, je reviens à Paris. Je passe mon bac par correspondance. Et là, je commence à remettre un peu les choses en question et tout ça. Et je rencontre une femme. Ah oui, parce que c'est la question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'à 19 ans, tu ne pensais pas aussi à l'amour ? Bien sûr. Et depuis, je tombe très amoureux et avec qui je me suis marié. D'accord. Parce qu'à l'époque, j'étais très catho et donc pas question de vivre avec quelqu'un sans être marié. D'accord. Et donc, alors qu'est-ce que je vais faire ? Exit la prêtrise, tout ça. Deuxième choix, c'était être acteur. J'avais 20 ans. Je me dis, je me donne 5 ans et si en 5 ans, il ne se passe vraiment rien, je ferai autre chose. Et je rentre au cours Florent, etc. Et puis après, après j'ai passé les concours et je suis rentré chez Chéreau, à l'école qu'il avait montée, etc. Puis voilà, puis après c'est parti. Mais si j'ai pu envoyer par-dessus les moulins un peu tout ce qui concernait ma foi religieuse catholique quand j'ai commencé à faire du théâtre, et spécialement quand je suis rentré aux Amandiers, à l'école des Amandiers. Quand j'en suis sorti 4 ans plus tard, toute la question mystique est revenue. Enfin, toute la question du spirituel est revenue. Alors juste, pendant ces 4-5 années, donc entre 20 et 25 ans, tu te maries, tu t'inscris au cours Florent, puis aux Amandiers. Avant, le cours Florent, c'est vraiment 19 ans. 19 ans, 20, 21, 22. Je passe le concours et de 22 à 4 ans, donc 27... oui,
Et pendant ces années-là, Si, quand tu dis t'envoies par-dessus les moulins, c'est-à-dire que tu te poses plus la question? si, c'est Tu toujours là, c'est D'accord, toujours tu là, continues à mais aller à la messe, non, non? plus du tout, D'accord. non. Et tes parents, ça les inquiète pas de voir un changement? Si, mais bon, C'est comme ça? c'est comme ça. D'accord. Comme ça. C'est comme Si. ça, moi. Mais, OK. mais Mais bon, sur le voilà. moment, ça te paraît logique de dire, «Ça y est, c'est plus pour moi»? C'est pas une question que c'était logique. Non, c'est venu Mmh. petit à petit, mais il y avait il y avait un vrai problème pour moi depuis toujours. C'est comment est-ce que ce qu'on me présentait comme étant l'amour absolu pouvait te mettre dans un état de culpabilité aussi grand. D'accord. C'est-à-dire, comment. Et c'est l'institution. Voilà. Donc, l'amour doit libérer. L'amour libère. Si l'amour ne libère pas, c'est pas de l'amour, à mon sens. Donc voilà, il y avait quand même ce gros problème là. Et puis j'étais très curieux depuis toujours, mais j'étais très curieux de la question du spirituel, et donc j'ai commencé à rencontrer des gens, à lire des choses ailleurs. Bon, puis comme j'étais le dernier de 7, j'avais des frères et sœurs qui avaient été dans les années 70 en Inde, machin, etc. Donc Krishnamurti, Frère Siddhartha. Aurobindo. Oui, Aurobindo, Ouais. Siddhartha de Hermann Hesse. Enfin, voilà, c'était des lectures que j'avais. J'ai un frère qui est maintenant aveugle, qui est écrivain, Hugues, mais qui à l'époque était voyant et qui avait fait un film pour la RAI sur le vaudou au Dahomey, où il a passé plus de 2 ans, où il a été initié, etc. Il me racontait ses histoires. Enfin bon, voilà. Donc il y avait un substrat, disons, et qui était là et Et donc ce que j'entends, que c'était une famille traditionnelle, mais finalement très ouverte. En tout cas, les enfants, Ma mère était irlandaise. d'accord. Les Irlandais sont un peu dingues. D'accord, OK. Puis il y a une époque aussi, hein, la Et c'est une curiosité époque. orientale. Et c'est une époque. Ouais, c'était la mode. C'est une époque. On pouvait pas aller contre Non, contre c'est ça. ça. OK. Donc finalement, ouais, ce substrat-là t'ouvre à autre chose À et plein avec de toujours choses. cette envie de mystique quand même. Oui, avec Mmh. toujours cette envie du spirituel. Et bon, et c'est vrai que rentrer à Nanterre aux Amandiers chez Chéroux pendant 4 ans, c'est intense, du théâtre tout le temps, non-stop, on en mange, on en dort, enfin voilà, on fait que ça. Ces questions-là sont mises de côté. Mais dès que j'en sors, ça me rattrape, ça me rattrape. C'est-à-dire, vraiment, l'inquiétude revient. L'inquiétude métaphysique revient. Elle se présente sous quelle forme de question? Je sais pas si... C'est une envie de savoir, c'est une envie de connaître, une envie de comprendre, une envie de... Je pense que tout être humain a quelque chose qui lui parle au cœur. Il y a des gens qui sont plus près de leur cœur que d'autres et qui l'entendent plus facilement que d'autres. Mais même ceux qui ne l'entendent pas peuvent être touchés quand ils voient un coucher de soleil, quand ils vont se promener dans la nature, qui est quand même le grand livre divin, quand ils font l'amour avec quelqu'un, etc. C'est-à-dire, on est touché au cœur. Il y a des gens qui sont plus près de leur cœur et donc qui perçoivent que cette soif, ou disons cette espèce d'appel vers un plus-être, cet appel s'installe et devient une espèce de chose qui travaille, donc qui demande une réponse, qui cherche une réponse, si tant est qu'il y ait une réponse. Mais en tout cas, qui cherche quelque chose. Donc voilà, j'étais ça. J'étais un chercheur, quoi. Donc j'ai cherché, j'ai flirté avec la franc-maçonnerie, mais alors vraiment flirté, ça a duré 2 secondes parce que c'était... C'est vrai que je cherchais une initiation, et je cherchais une initiation parce que mon frère m'avait parlé de ces initiations en Afrique, qui étaient des initiations, encore une fois, vaudou, extrêmement puissantes, où on passe d'un paradigme à un autre. Comment aujourd'hui, justement, je fais une parenthèse, mais comment tu définirais l'initiation, enfin le rôle ou le statut
La L'initiation? plupart des gens ne savent pas. Oui. Enfin, en Occident, Non. on a moins cette Ça manque notion. maintenant de rituel, donc Oui, 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 c'est ça. c'est un propos Mais c'est qu'on a pas. souvent. Alors, Mais c'est. justement, mais l'initiation, pour moi, ça va plus loin, Oui, justement, que le rite ou le voilà. rituel qu'on pourrait. Parce que justement, la franc-maçonnerie, il y a une Oui, initiation complètement. qui est complètement rituelle, Ouais. mais qui n'est que rituelle. Parce qu'ils sont déconnectés d'avec leur origine profonde. Euh, L'initiation, c'est mourir à quelque chose pour naître à autre chose. Je crois, c'est même l'étymologie du mot. On meurt à un état et on renaît à un autre état. Ça peut se passer physiquement, c'est-à-dire à travers des épreuves physiques, comme encore une fois ce que mon frère a pu vivre au Dahomey, où on est confronté à ses peurs les plus profondes et où l'initiation te permet de dépasser ces peurs, donc d'ouvrir le champ de la conscience, d'ouvrir le champ de la perception, de passer de quelque chose qui est là à quelque chose qui est là. Ce qui est formidable, ce qui te donne du pouvoir aussi, par rapport à ceux qui sont restés en dessous. Ah bah, en tout cas, tu n'es plus esclave de tes peurs. Tu n'es plus esclave de certaines peurs, parce que c'est d'une C'est d'autres certaine peurs. manière, c'est infini. Oui, il y a d'autres Ouais. peurs qui arrivent. C'est une nouvelle initiation. Voilà. Mais voilà, sur le plan sur le plan de l'initiation des religions animistes, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Sur le plan de l'initiation, disons plus spirituelle, qu'on peut retrouver chez les soufis, qu'on peut retrouver dans le bouddhisme, en Inde, c'est quelque chose qui est lié à l'influx spirituel de la personne qui te donne l'initiation. Ce qu'on appelle la baraka, chez les soufis. Mais c'est la même chose partout. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Il n'y a pas une perception forcément, tout d'un coup, tu te sens habité par une entité ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. C'est pas du tout aussi exceptionnel que ça. Ça peut l'être, mais c'est plus subtil. Mm. C'est plus subtil. Mais je pense que quand tu le vis, tu le sens. Quand tu le vis, tu le sens. Mm. Oui. C'est probablement moins spectaculaire et plus difficile que ce qu'on imagine, que de juste effectivement être pris par un Oui, c'est état, une ça. lumière, une transformation comme ça. Et Soudaine. après, tout dépend des personnes. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un chemin qui se ressemble. Chacun est unique, et y compris à ce niveau-là. Donc Oui. toi, tu cherchais une initiation. Donc je cherchais une influencée par ton initiation. frère, Voilà. ok. Je cherchais quelque chose qui soit concret, vraiment. Donc je cherche, je rencontre Arnaud Desjardins, Oui, oui. que j'avais lu tous ses bouquins, etc., vu les films. Je rencontre la personne que je trouve intéressante, mais personnellement, je trouve encore dans le pouvoir. C'est ce que j'ai ressenti. C'est pas forcément, mon ressenti n'est pas forcément juste, mais c'est ce que j'ai ressenti à l'époque. Je fais du yoga tibétain avec une femme, avec un maître qui avait été initié au Tibet. Même chose, elle était aussi dans le pouvoir. Et d'ailleurs, elle est morte d'une tumeur au cerveau, ce qui n'est pas totalement innocent. Voilà, je continue, je cherche, je lis, je rencontre des gens. Et à côté de ça, tu as ta vie normale. Ah bah oui, bien Mais sûr. oui. Oui, complètement. Oui. Et puis, un jour, on me parle d'un monsieur qui a monté une école, qui a créé une école spirituelle, et qui habite à Rome et qui vient rencontrer les gens. Et je dis, ok, moi, je suis très curieux. En même temps, méfiant de la personne qui m'en avait parlé, qui était... Aussi dans le pouvoir. Non, qui n'était pas dans le pouvoir, c'était pas ça. J'étais méfiant parce que c'est ce qu'on appelle les ésotouristes. Ah oui. C'est des gens qui passent leur temps à papillonner d'une école à une autre, d'un maître à un autre, etc., mais qui ne rentrent jamais dans le travail. Et il y a un moment, il faut faire un choix. En tant que comédien, pour jouer une pièce, il faut répéter, parce qu'il faut que ça rentre dans le corps. Et les humains, c'est même ça, peut-être, ce qui fait la particularité, notre particularité en tant qu'être, c'est notre humanité, c'est-à-dire notre incarnation. On apprend par le corps.
pas par la tête. C'est marrant, l'année dernière, j'ai passé 3 jours chez un philosophe qui s'appelle Abdenour Bidar, Mmh. que j'ai reçu aussi dans le podcast. On a fait un épisode super. Mmh. Je voulais parler de la mort dans les différentes religions. On a parlé de la mort en islam. Et justement, le thème des 3 jours que j'ai passés dans le Dans lieu son qu'il lieu a, là-bas. ouais, c'était est-ce que toutes les voies spirituelles se valent? And yet, il faut en choisir une à un moment. C'est exactement ce que tu C'est dis, ça. ça résonne beaucoup. C'est ça. Oui, oui. Et ça dépend des sensibilités. Il n'y a pas de voix, il y a pas de voix unique. Enfin, évidemment pas. Mm. Euh, Mais qu'en tout cas, pour le côté, donc si on revient à la personne qui te parle de cette école spirituelle, Alors, Fidé Haram, voilà. c'est un ésotourisme dans le Voilà, sens où voilà. lui, tu sentais bien que... C'était Voilà. c'était un voyage parmi d'autres. Enfin, voilà. J'y vais, je m'attendais à tomber sur une espèce de bande, à cause aussi de la personne qui m'en avait parlé, d'une bande de joyeux, baba cool, années 70, voilà. Pas du tout. J'arrive dans un grand appartement, à côté du jardin des plantes. Et il y avait un grand salon avec un buffet magnifique. Et des gens qui étaient là, qui étaient des gens tout à fait lambda. Il y avait pas mal de chefs d'entreprise, de psychologues, des gens complètement insérés dans la vie avec des enfants, famille, etc. Bon, je connaissais personne, j'attendais. La personne en question n'était pas là. Et puis à un moment, il y a eu une espèce de brouhaha, comme ça. Et tout d'un coup, cet homme s'est retrouvé au milieu de nous tous, tout le monde le regardait. Il a dit, bon, écoutez, voilà, je suis là. On va pas en faire un fromage. D'ailleurs, à propos de fromage, servez-vous. voilà, vous avez un buffet, allez-y, servez-vous. Et si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Et il s'est passé une chose particulière en ce qui me concerne. C'est que la seconde où j'ai vu cet homme, toute mon angoisse métaphysique a disparu. Voilà. Tu saurais pas l'expliquer. Non, ça ne s'explique pas. Mais il y a eu une paix, qui est descendue et qui n'est jamais partie, en fait. Qui n'est jamais partie. Donc, je me suis dit, bon, je vais partir, je vais quand même lui dire bonjour. C'est quand même pour lui que je suis là. Je suis allé le voir, je lui ai dit bonjour, je m'appelle Thibaut, je cherche quelque chose, je ne sais pas exactement quoi. J'aime bien, je cherche quelque chose. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, les choses doivent arriver quand elles arrivent quand elles doivent arriver. Il m'a touché le cœur comme ça, et puis salut. Et je suis parti. Je suis parti tourner un film pendant 1 mois. Ah, mais il n'y avait rien d'autre que ça, que juste Ça. une rencontre sur un buffet. Enfin, Oui. T'es pas resté longtemps? Non. c'est même pas. Oui, Non. d'accord. Il n'y a pas besoin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'événement en tant que tel est assez anodin. Enfin, Oui. Mais pour moi, non. Oui, bien sûr. Et surtout qu'après, quand je suis parti, mais après je l'ai compris petit à petit aussi. Quand je suis parti, cet homme que j'avais vu 10 minutes, je voyais sa tête comme si je le connaissais depuis toujours. Il m'habitait. Tu pensais beaucoup à lui? Il était là, en fait. C'est pas que je pensais à lui, c'est que je voyais son visage. Donc je suis rentré à Paris après ce tournage et j'ai pris contact avec le groupe qui était à Paris et qui faisait le travail qu'il avait créé, disons. Et j'ai commencé ce travail. Alors, ce qui moi, m'a évidemment enchanté dès le début, c'est qu'il n'y avait pas de dogme, il n'y avait pas de choses à embrasser ou de choses à abandonner. C'était très concret, justement. C'était une pratique qu'on faisait 1 fois par semaine, ensemble, et point barre. Est-ce qu'il y avait des racines culturelles dans certains endroits du monde? Alors après, T'as creusé. Bien tu vas sûr. nous en dire plus. Après, j'ai creusé, bien sûr, et ça a duré, parce que quand cette histoire est arrivée, Oui, c'était quand il y a 35 ans. Oui, c'est ça. Et ce monsieur n'est plus de ce monde, d'ailleurs, il est parti maintenant. Et petit à petit, oui, bien sûr, parce que quand il venait, quand on le rencontrait, on parlait, il y avait des gens, donc il citait des noms que je connaissais pas. Ibn Rabbi, Rumi, Atta. D'accord. C'est de chez moi, ça. Voilà, exactement. Et, mais aussi Maître Eckhart, mais aussi... voilà. Et donc, j'ai creusé, j'ai lu, j'ai rencontré ces gens, et j'ai compris assez vite que le travail qu'on faisait était dans la lignée du soufisme. Mais, encore une fois, ce qu'il a fait, lui, est un truc particulier, puisque c'est une école laïque,
spirituel, mais laïque, qui n'est rattaché à aucune religion, qui n'est pas rattaché à l'islam, qui n'est pas rattaché à quoi que ce soit. Ça me plaisait aussi énormément, ça. Mais qui a des racines, en Mais tout qui a cas, des soufis. racines, c'est ça, qui a des racines. Mm. C'est-à-dire que lui-même a fait partie à une certaine époque d'une école soufie, Une confrérie. une confrérie. Mais je dirais que c'était un monsieur... C'est difficile d'en parler parce que d'abord, il n'est plus là, et puis je n'ai aucune preuve de rien, en fait, en ce qui le concerne. C'est OK pour nous. Ce que je peux dire, c'est que de mon expérience, c'était un maître. Voilà. Et c'est un maître qui est arrivé sur cette terre visiblement déjà chargé, en fait. Et qui avait un travail particulier à faire, qui était ce travail-là, entre autres. Après, je sais qu'il faisait d'autres choses, mais je ne sais pas lesquelles. Mais il y avait ce travail-là qui était de créer cette école. Qui correspond à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en avait parlé, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de maîtres d'écoles traditionnelles, par exemple, qui ne nomment pas de successeurs. Ce qui est très nouveau. Qui prônent même l'ouverture à l'extérieur par rapport à des pratiques qui étaient jusqu'à présent, et ça, que ça soit chez les soufis, mais la Kabbale, même chose. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gabriel Agaï, qui est un... Ça, il faut se pencher, parce que ce monsieur est assez incroyable. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un rabbin. C'est un rabbin séfarade, qui est kabbaliste, et qui est un être réalisé, en fait. Et il a écrit un bouquin. Le titre ne me revient plus. Mais dans lequel il explique que son école kabbalistique, d'abord, remonte à Moïse, ce qui, moi, en ligne directe, c'est-à-dire qu'ils peuvent citer tout, la Shadila. Enfin, ils peuvent Il est capable de suivre la lignée. Voilà. C'est dingue, ça. Moi, je ne connais pas une école spirituelle qui a 6000 ans d'âge, personnellement. Il y en a peut-être d'autres, sûrement, mais... En Inde, mais bon, en tout cas, là, il est capable de... Voilà. Et c'est une école qui était très fermée, c'est-à-dire que en général, un maître avait un élève dans sa vie, ou deux, pas plus. Et quand il a commencé à travailler avec eux, ils lui ont dit, il faut ouvrir au monde. Mais nous, on ne sait pas. On ne connaît pas. Le monde occidental, on ne connaît pas. Toi, tu connais. Ça va être ton travail. Du coup, c'est un rabbin qui n'a pas de synagogue. Et pour gagner sa vie, il a une herboristerie à Ménilmontant. J'adore. Il est à Paris. Il est à Paris. Et on va l'inviter. Et vous regardez sur Gabriel Agaï sur YouTube, il y a plein de vidéos où il parle, etc. Parce qu'il intervient dans plein d'endroits. Il intervient avec des hindous, il intervient avec des chrétiens, il intervient avec... Voilà. Et lui, comme ça, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Je crois beaucoup au fait qu'à un moment, il y a la conscience... évolue d'une certaine manière qui fait qu'il y a un temps pour tout. Voilà, et là, on est à un temps où c'est peut-être l'ouverture. C'est ça. Et ça va dans le même sens que ce que fait des types comme Guillemant. Tout à fait, on en parlait avant. Voilà, comme tous ces scientifiques de très haut niveau qui touchent au quantique en général, parce que c'est par là qu'ils arrivent à ça, mais, et qui s'ouvrent au spirituel. Parce que il voit, il se rend compte que la science aujourd'hui est dans un cul-de-sac. Le matérialisme les paradigmes matérialistes sur lesquels a été fondée la science occidentale, on arrive au bout. Et que si on veut pouvoir comprendre ce qui nous arrive devant, il faut ouvrir. Et il faut ouvrir au niveau spirituel. Oui, il y a l'histoire du cul-de-sac, mais il y a aussi ce que m'ont relaté certains scientifiques, c'est cette espèce de... où à un moment, ils sont aussi touchés au cœur. Alors qu'ils ne pensaient pas l'être, qu'ils se pensaient des rationalistes, et qu'à un moment, ils touchent quelque chose où ils sentent bien que c'est au-delà de ça. Voilà. Et aussi une autre, oui, c'est bien sûr, c'est des chercheurs, et en fait, ils se rendent compte que la prochaine étape de leur quête n'est pas là où ils pensaient. Et c'est aussi, c'est un peu plus anecdotique, mais tous les astronautes qui ont vu la Terre de l'espace ont eu un espèce de... Ils sont tous tombés amoureux de la Terre de manière complètement...
Donc il y a quelque chose, ouais, justement, une forme d'éveil aussi à ce C'est niveau-là ça. qui se fait. Mmh. Alors OK, donc donc revenons un petit peu, en arrière. Tu découvres ce maître qui Mmh. te touche. Mmh. Tu ne sais pas pourquoi, mais en tout cas ça Mmh. t'appelle et tu te mets en relation avec le groupe Voilà. parisien et Ouais. tu fais cette pratique hebdomadaire. Au début, on en est là. Oui. Et cette pratique, elle consistait en quoi? Enfin, je sais pas si c'est possible de C'est décrire. C'est de la c'est méditation, c'est difficile d'en parler. C'est des pratiques, qui sont basées sur des répétitions. C'est le dhikr un peu que font Voilà, les c'est soufis? ça un peu. OK. En gros, c'est un peu ça. OK. Voilà, donc c'est basé sur des respirations, sur des mouvements et sur des émissions sonores, Des vibrations. des vibrations pour réveiller en général. Il s'agit de réveiller les mémoires, en fait. Mmh. Voilà. D'accord. OK. Comment Qui en- ça... J'avais une question, c'est... depuis 35 ans, alors, c'est Mm. ça, hein? Je suis parti 8 ans. J'ai Ouais. quitté pendant 8 ans. Ah ouais. Pendant 8 ans, je suis parti. J'étais tombé amoureux d'une femme et ça ne lui convenait pas. Et elle T'as m'a. dû choisir. Oui, j'ai dû choisir. Cette histoire avec cette femme s'est terminée très rapidement. Mais j'ai mis du temps avant de revenir et j'en ai profité pour faire une analyse. Parce que maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai mis tant de temps à revenir? Parce que j'étais pas déconnecté en plus de ce travail. C'est-à-dire que c'était présent et disons que ma pratique quotidienne, elle continuait d'une certaine manière. Je pense que il fallait que je fasse ce travail psychanalytique. Haggai, il dit, le rabbin, il dit une chose qui est très juste, c'est que pour faire un travail spirituel vraiment profond, réel, etc., il faut l'asseoir sur un ego sain. Ça fait écho, c'est bien. Exactement. C'est un peu ce que je disais dans le premier épisode. Mm. Il y a Voilà. ça, ouais. C'est dans ce sens-là que le travail sur soi rejoint le spirituel. Le travail sur soi n'est pas forcément un travail spirituel, mais ça peut y conduire. Et en tout cas, nettoyer... Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'on est tous arrivés ici pour une raison bien précise. On a un plan, on a disons, un chemin de vie dont on n'est pas forcément conscient, dont notre âme est consciente, mais nous, en tant qu'individus, on n'est pas forcément conscient. Et le travail est sans doute... Une partie du travail, c'est déjà de se rappeler qui on est et de comprendre petit à petit ce qu'on est venu faire. Et puis de grandir à travers... Parce que pourquoi est-ce qu'on choisit alors on part évidemment du fait que l'âme existe et donc que les choses ne commencent pas forcément à la naissance sur cette terre. Il y a peut-être quelque chose qui préexiste à ça. Les Tibétains disent pour faire un enfant, il faut 3 personnes. Le père, la mère et l'enfant. C'est-à-dire l'enfant décide où est-ce qu'il va descendre. Parce qu'il décide. Pourquoi? Parce que dans cette famille-là et dans cette configuration-là, il va avoir à travailler quelque chose qui, en tant qu'être spirituel, va le faire grandir. Donc, une partie du travail qu'on a à faire, c'est ça. C'est à la fois comprendre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, ce qui appartient aux parents, à la lignée, ce qui nous appartient en propre, et puis voir comment est-ce que cet endroit où on est né, ce temps, cette culture, cette religion éventuellement, va nous amener à grandir et à aller... Et puis après, éventuellement, si appel il y a et si c'est le chemin de la personne, travail spirituel il y a c'est-à-dire quoi? Travail spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer petit à petit dans la conscience. Avoir de plus en plus conscience de ce qu'on est, où on est, de ce qu'on fait. Voilà. Et personnellement, je pense que on va vers la lumière.
C'est-à-dire que quand je dis on va vers la lumière, c'est pas du tout une figure poétique. C'est-à-dire que je pense que et la physique quantique et de ce point de vue-là est passionnante. C'est que je pense que la transfiguration, par exemple, la transfiguration de Jésus, c'est pas une chose qui est arrivée une fois et qui ne se reproduira plus jamais. Je pense que c'est le but de toute l'humanité, en fait. Mm. On doit, à un moment ou à un autre, en tant qu'humanité, arriver à la transfiguration, c'est-à-dire à devenir lumière, mais dans la matière. Et c'est peut-être ça le grand projet, en fait. Et ça passe par la conscience, Et ça passe par la conscience. individuelle, collective. Exactement. On est Tout à tous fait. partie d'un tout. Tout à fait. C'est pour ça que l'époque est passionnante, parce que c'est très, très, très violent, parce qu'on est en train de changer de paradigme. Donc, il y a des tas de choses qui sont en train de mourir, mais il y a des choses qui sont en train de naître. Et, par exemple, cette mondialisation épouvantable qu'on est en train de vivre, c'est je pense que c'est le premier signe de ce qu'elle peut devenir. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut être au courant de tout ce qui se passe sur la planète en un temps record. On est tous interconnectés sur le plan de l'information, avec les réseaux sociaux, etc., et sur le plan économique. C'est-à-dire au niveau le plus basique, le plus bas de l'échelle humaine, je dirais, vraiment. Mais ça veut dire que ça peut exister aussi au niveau le plus haut. Ouais. Et ça, et c'est violent parce qu'il y a un peu le baroud d'honneur de l'ancien monde, Voilà, et c'est parce ça. que on Oui, pourrait c'est ça. dire un accouchement peut être assez... Exactement. voilà. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est dans la chair que ça doit se passer. Et donc, il faut que le grain meure pour qu'il donne un épi. Hein. Donc, Alors, le grain, il éclate. justement, tu parles de chair, d'incarnation. Moi, ça m'intéresserait de savoir comment cette pratique... Enfin, qu'est-ce qu'elle a changé pour toi, justement, au quotidien, je sais pas, peut-être dans tes relations, peut-être dans ta manière de percevoir, peut-être dans comment tu gères ou comment tu prends les événements de la vie, drame ou événements joyeux, heureux, enfin, dans ton travail de créateur, comment ça infuse ça? Alors, déjà, très rapidement, je me suis rendu compte que cette pratique infusait et changeait ma perception des choses d'une façon assez subtile. Notamment, j'ai senti de plus en plus que j'appartenais. J'appartenais à la totalité. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas moi séparé du reste. De moins en moins, moi séparé du reste. De plus en plus avec tout. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est tout le... Et c'est pas du tout un concept. C'est une expérience. C'est vraiment une expérience. C'est de l'ordre de l'expérience. Donc de la connaissance. Et dans ce sens-là, alors après, il faut vivre. C'est-à-dire qu'il faut vivre, tu vois, c'est-à-dire, et il faut embrasser la vie à plein bras, avec ce qu'elle peut avoir de difficile parfois, et parfois de ce qu'elle peut avoir de magnifique. Et tu t'aperçois que ce que tu traverses, même les choses difficiles, alors quand on est dedans, c'est difficile de s'en rendre compte, mais il faut en sortir un peu pour pouvoir tout d'un coup comprendre pourquoi ça a eu lieu, etc. Mais les choses prennent sens, vraiment, prennent sens. Pour faire le lien aussi avec ce que tu disais, justement, l'âme ou l'enfant choisit, on va dire, le bon programme pour vivre ce qu'il a à vivre. Oui. Effectivement, une fois, quand on est dedans, c'est difficile de s'en rendre compte, et quand on se tourne, on se dit, finalement, c'était un programme adéquat. Exactement. Exactement. Et c'est marrant parce que Osho, vous voyez Osho, enfin je sais pas qu'on dit Osho, Osho, je crois qu'on dit Osho. Qui est un personnage qui a été assez controversé, mais que je trouve assez formidable quand même, notamment dans ce qu'il écrit. Il y a des choses qui ont été... Puis même ses méditations, il y a plein de choses. Oui, il y a vraiment des choses magnifiques. Ouais. Il faisait un truc quand il était gamin. Visiblement, c'était un électron libre. L'hiver, il allait nager dans le Gange. C'est-à-dire à une époque où le Gange, c'est comme la Loire en plein hiver. Quoi.
Mmh. C'est-à-dire tu meurs, quoi, en gros. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'est de suivre le courant. Donc il rentrait dans l'eau et il se laissait porter. Il faut un lâcher Et prise énorme. voilà, Mais qu'en fait, quand tu lâches prise, tu meurs pas. voilà, exactement. Et c'est exactement ça, la vie, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si tu rentres dans le courant, et si tu restes accroché à tes convictions, si tu restes accroché à tes peurs, si tu restes accroché, etc., tu t'en prends plein la gueule. Mmh. Il faut lâcher prise. Mmh. Et petit à petit, on se rend compte que la peur, c'est une fiction. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il ne faut pas se mettre en danger, c'est pas une question de ça. Mais très généralement, les peurs qu'on a, les peurs, je ne sais pas, de parler en public, de s'affirmer, de dire une chose, de dire une autre, etc. Quand on fait l'action, on s'aperçoit que pouf, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien du tout. Dominique, donc, qui était mon maître, me disait faut que tu fasses une école. Je dis qu'est-ce que je vais faire une école? Moi, qu'est-ce que je vais enseigner? Quoi? J'ai une pratique de mon métier, je le connais pour moi, mais qu'est-ce que je vais enseigner? Surtout que moi, en tant que comédien, pour moi, mon maître, ça a été Louis Jouvet, que j'ai pas connu, mais comme pas mal d'acteurs. Mais c'est vrai que les écrits de Jouvet, ses cours, etc., m'ont formé la pensée. Bon, puis après, j'ai travaillé avec Chéreau, qui était aussi un maître en soi. Donc je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir? C'est impossible. J'avais trop peur. Je me dis, je vais jamais pouvoir leur dire. Et un jour, je me suis lancé et j'ai monté mon école. Et puis je me suis rendu compte que je savais exactement quoi dire. Ça sortait. Parce que l'expérience était là. Que c'était pas mental, que c'était pas cérébral, que c'était complètement... j'avais une connaissance réelle, en fait, réelle de la chose. C'était Incarné, et qu'à partir de ce moment-là, on trouve quoi dire, etc. Parce que ça rentre en interaction avec la personne qui pose des questions, ou qui va agir, ou qui va présenter une scène, etc. Et on sait quoi dire. Et on sait quoi dire, en fait. Et alors, si on fait le lien entre ces deux choses, d'un côté, tu sens, même si c'est très subtil, que ta pratique infuse et te fait te rendre compte que tu n'es pas séparé du tout. Et tiens, j'ai envie de créer une école, mais j'ai peur. Comment est-ce que... Quel est le lien des deux? Est-ce que ça t'a aidé à passer le pas? Pas forcément ou... Si, mais comment le dire? C'est-à-dire que si, ça m'a aidé parce que l'idée de l'école que j'ai montée avec ma femme, avec Hélène Babu, qui est mon épouse et qui est comédienne, on a fait ensemble. C'était une école... Ce n'était pas qu'une école d'acteurs, en fait. Parce que à Paris, enfin en France, il y a pléthore de cours de théâtre. C'est un business, surtout depuis The Voice, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier parce qu'ils pensent qu'ils vont devenir des stars du jour au lendemain. Donc, ils vont dans des écoles, on leur soutire 350 balles par mois, ce qui est quand même un budget sur l'année. Et puis, ils restent 3 ans et puis ils se retrouvent avec rien, en fait, à la sortie. Bon. Moi, je me disais, bien sûr, je vais enseigner ce que je sais de ce métier, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était d'ouvrir l'esprit de ces gens-là, des gens qui voulaient travailler avec moi, de leur ouvrir l'esprit parce que c'est un métier où plus on se nourrit à l'extérieur, mieux c'est, puisque notre instrument, c'est notre corps. En tant que comédien, donc j'ai fait venir un chaman, j'ai fait venir. Je peux devenir comédien? C'est ça, ce que je veux dire, c'est une école sympa. Voilà, on lisait des textes de philosophie, enfin voilà, c'est-à-dire que ce qui m'importait, c'était peut-être ils vont devenir acteurs, et s'ils ne deviennent pas acteurs, au moins, ils auront eu une ouverture sur le monde, ça aura éveillé leur curiosité, ils auront pris peut-être confiance en eux pour s'exprimer en public, etc. etc. Enfin, une forme d'initiation, un peu. Oui, légère. Ouais, oui. Ils ne meurent pas complètement. Voilà. Ouais, c'est chouette.
Et bon, puis j'ai été obligé d'arrêter parce que financièrement, c'était pas très C'est pas très viable. rentable. Non, pas vraiment. Je m'étais pas très bien pris. Mais ça reste toujours un désir que j'ai. Peut-être quand je serai plus vieux, je recommencerai. Hein, c'est pas impossible. Est-ce qu'il te reste quelque chose du christianisme, du catholicisme? Oui, alors, du catholicisme, pas vraiment. Mm. Si ce n'est que c'est ma culture, donc voilà, j'ai grandi dedans et ça a imprégné pendant longtemps quand même une certaine façon de penser, de sentir, etc. Euh, Jésus est un des plus grands maîtres qui ait traversé cette histoire de l'humanité quand même. Mm. Les évangiles, c'est un livre splendide, magnifique. Un de mes amis qui était aussi de culture catholique, mais qui voilà, a pris un peu de distance, me dit je me sens plus catholique, je me sens fan de l'évangile. Oui, oui, bien sûr, absolument. Bah, oui, bien sûr. Et le Christ, alors, là où évidemment moi je ne suis pas du tout d'accord, c'est quand l'Église dit Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Non. Christ, Fils unique de Dieu, peut-être, oui, mais Jésus est un Christ. Il y a eu d'autres Christ, et il y en aura d'autres. Alors, Et Christ, si on définit Les Christ dans ce sens. Ouais, voilà, les sous-titres pour Pour les noms. le Christ, ceux qui jouent pas à la domicile. fonction christique plutôt, on pourrait Mhm. dire, presque comme oui, une fonction christique, c'est... C'est difficile à dire, c'est une... Peut-être c'est une forme d'incarnation du divin. On peut dire ça comme ça. Mm. Et tout homme est appelé à devenir Christ, en fait. C'est comme on disait tout à l'heure, par rapport à la transfiguration. Voilà, le Christ se révèle pleinement le jour de la transfiguration, où il devient lumière. Et tout homme est appelé à devenir Christ. Très clair. Alors, tu disais que finalement, et je souscris complètement à cette vision des choses, donc ça a beaucoup résonné, ça m'a touchée, que d'une certaine manière, nos enfants, les enfants choisissent les familles, les utérus. Ou cette image. Tu t'es retrouvé dans une famille catholique très traditionnelle. Aujourd'hui, tu dis que c'est ta culture, mais que tu t'en es un peu éloigné, tout en restant très lié à Jésus et à l'Évangile. Pourquoi ton âme a choisi cette famille? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre encore complètement à cette question. Il y a... ma famille, c'est des militaires et des curés, hein, depuis 1000 ans pratiquement. Depuis la première croisade, en gros. Le côté militaire, même si j'ai pas fait mon service, je peux l'avoir. C'est-à-dire, je sais dans mes gènes, je peux avoir une façon souvent parfois trop volontariste ou trop volontaire de faire des choses. Ça a un mauvais côté, mais ça a un bon côté aussi. C'est-à-dire que j'ai la capacité de me discipliner pour faire des choses. On a besoin d'un minimum de discipline dans la vie. Et on a besoin de discipline dans la voie spirituelle. C'est pas un jour j'ai envie, un jour j'ai pas envie.
y compris les jours où on n'a pas envie, il faut y aller. Mm. Parce que ça passe par là, en fait. Il y a cette chose-là, je pense que ça, c'est... La voie spirituelle, c'est aussi ce qu'on peut appeler la voie de l'épée. Parce que je crois qu'il y a dans le Coran quelque chose comme ça par rapport au fil de l'épée, hein, où il est plus difficile, comme dans l'Évangile, hein, pour un homme de rentrer dans le royaume des cieux qu'un riche de passer par le tunnel. Mais c'est pas celui-là auquel je pense, c'est que le fil de l'épée, c'est quelque chose qui est extrêmement tranchant et il faut pourtant y aller. Mm. Euh, L'épée pas au sens guerrier, mais au sens de ce qui tranche. Je viens d'une famille d'épées, en fait. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. D'accord. Mais pour moi, c'est difficile de répondre d'une façon sûre encore. Bien sûr. Je ne suis pas si vieux que ça, finalement. Je n'ai pas fini ma route. C'est un peu le côté radical dans le sens de Racine, quoi. Il y a une radicalité, mais pas dans le sens... Oui, pas dans le sens idéologique du non, terme. mais radical dans le sens de l'origine, hein, tu vois, de la racine, quoi. Oui, de la racine, peut-être. Ouais. Peut-être Parce que de ça la vient de là, racine. radical, hein, c'est vraiment l'étymologie. Oui, peut-être, possible. Et puis, il y avait encore une fois, c'est une famille militaire et curée, hein, comme les familles d'Aristo. Donc, j'ai pas été du côté militaire, j'ai plus été du côté des curés. Voilà, c'est-à-dire que il fallait visiblement que je sois en Occident, en France, dans une culture sociale républicaine et athée. Donc, comment contacter le spirituel? Pour moi, ça a été d'être dans cette famille qui était reliée à ça. Et puis, après, de me détacher de la forme qu'on m'avait enseignée pour trouver la mienne, finalement. Mais je sais pas, ça me vient comme ça, on verra. C'est finalement... comment je vais le dire? Je me demande si je garde pas ça pour hors antenne, mais non, je vais y aller. Je vois ça de l'extérieur. Moi, j'ai grandi dans une famille marocaine, musulmane. Mon grand-père aussi était militaire, d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui résonnent dans ce que tu dis. Finalement, que tu naisses dans une famille française dans les années post-1950, où la France fait partie de l'Occident qui domine en ce moment le monde. Alors jusqu'à quand, on verra bien, mais en tout cas, voilà. Donc, dans tout ce qu'il y a de plus, on va dire, de plus noble, en tout cas, voilà, famille aristocrate, catholique, etc. Quelque part, ça te... Enfin, si j'étais ton âme, je me dirais c'est pas mal, parce que ça te donne un espèce de blanc-seing pour aller peut-être explorer d'autres choses, aller... et plus qu'explorer, en fait. Peut-être un jour devenir un... Je sais pas si c'est un porte-parole, ou en tout cas transmettre, d'une certaine manière. En parlant... Je sais pas si c'est un maximum de monde, mais en tout cas, en parlant à des gens qui n'auraient pas été touchés, qui n'auraient pas écouté. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Très bien, très bien. Tu veux dire qu'il y a un terreau fertile? Je sais pas, je me dis, si j'étais directrice marketing, je me dirais que c'est... Que pour l'âme. Je suis devenu comédien, donc c'est vrai que je travaille avec la parole, avec... En fait, quand j'étais tout petit, quand je pensais à ma vocation religieuse, je pensais pas à être curé dans une paroisse, je pensais pas à être moine, je pensais être missionnaire. Parce que je me disais, c'est génial, on voyage. Donc il y avait ce côté aussi. Et voilà, c'est... Après, encore une fois, on verra ce que les années réservent, qui arrivent, réservent. Mais je crois que oui, effectivement, le fait d'avoir accepté de venir ici, alors bon, même si je ne sais pas combien de gens voient le podcast. On a des milliards d'auditeurs. Voilà, 108. 108 milliards, comme ma boîte. Combien 108, exactement. 108, mais bon, c'est 108, c'est déjà pas mal. C'est déjà un groupe important quand même. C'est ça, et puis c'est le nombre de l'infini. Voilà. Donc, si j'ai accepté d'être là, c'est parce que je pense qu'il faut parler, justement.
Vas-y, je t'en prie. Il y a quelque chose qui me venait, c'est... j'allais dire, je pensais à ta femme. Mhm. On va le dire comme En ça. tout Je bien, pensais à tout ta honneur. femme, Oui. avec qui tu avais monté cette école, Mm. avec qui tu joues, avec qui tu partages ta vie. C'est comment, du coup, de partager ça avec elle, qui peut-être n'est pas... Non, elle fait voilà. pas, elle fait Enfin, pas ce travail. Mais c'est une personne qui a une très grande forme de spiritualité. Euh, on s'est reconnu à un plan très profond que je ne comprends et n'explique pas complètement, mais on s'est reconnu à un niveau vraiment très profond et j'ai tendance à penser qu'on se connaissait déjà avant. Et c'est quelqu'un qui est contrairement à moi, n'est pas du tout dans une espèce de discipline un peu rigide parfois, et voilà, qui connaît ce travail, qui a rencontré ce travail. Ça ne lui convient pas, mais elle me protège et m'encourage à le faire et à avancer dedans. Et on dit que dans une famille, quand une personne travaille, il travaille pour tous les autres. Et chacun travaille sur différents plans. Oui. Exactement. Et donc aujourd'hui, tu continues ta pratique, c'est quotidien, Oui. c'est hebdomadaire, C'est du quotidien. il y a un temps ou pas forcément, enfin, est-ce que c'est... Non, c'est quand c'est possible. Moi, je le fais le matin parce que le matin, je suis maître du temps le matin. Ouais, mais tu mets 10 minutes, 1 heure, ou Une heure ça plutôt. dépend des jours. Donc Entre c'est 3 1 quarts heure. d'heure, 1 heure. D'accord, donc tu as ta pratique quotidienne. Tu fais encore partie d'un groupe ou... Donc tu restes dans le même groupe que tu l'as gardé depuis 35 ans, à part les 8 ans où tu as arrêté, c'est ça? Oui. Et tu es revenu et Oui. voilà. Et à part ça, tu as ta vie d'acteur, Oui, de... complètement. Je sais pas si tu es papa. Oui. Oui, donc tu as ta vie de bon père de famille. Oui, non, enfin plus, il a 30 ans maintenant. Ça y est, c'est un grand garçon. il est D'accord. parti. Mais... Ok, mais donc tu as ta vie, on va Ouais. dire, profane. Oui. Donc je reviens à ma première question. Comment tu t'appelles? Tu vois, c'est ça. Comment est-ce que ça infuse? Ou alors je vais le dire différemment. Est-ce que tu as toujours été habité, donc ce qu'on a beaucoup Disons abordé, toujours une question, un une question, questionnement fort. voilà. Donc c'est quelque chose, on pourrait considérer que tu es venu sur Terre avec, Oui. et t'as été, tu dis que tu avances sur la compréhension de ce que ton âme est venue faire, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Oui. Apparemment, c'est quelque chose sur lequel tu chemines. Est-ce qu'il se trouve que donc tu as trouvé ta pratique et tu avances dessus, et it happens that... Désolée pour les franglais, je suis la coach de la Startup Nation. Tu es acteur par ailleurs, mais tu aurais pu être garagiste ou Psychologue. avocat. Moi, j'y ai pensé d'ailleurs. Ok. Ou est-ce que les deux sont liés? Et justement, dans ce chemin d'âme, est-ce que, donc tu dis, il y a quand même la parole, je suis acteur. Oui, donc oui. Déjà, est-ce que tu commences à voir que c'est pas un hasard, ton métier d'acteur, Non, par c'est rapport pas- à cette voie? Et Oui, non, comment c'est tu pas peux un nous- hasard, mais c'est pas un hasard dans le sens où c'est un métier, en tout cas comme moi je l'envisage, et comme j'essaye de le pratiquer. Alors, quelquefois, les rôles que je fais ne vont pas aussi loin que ça, mais c'est une possibilité de comprendre, de décrypter l'humanité. De se mettre dans la peau des gens. Oui, enfin, se mettre dans la peau, on ne se met jamais dans la peau. Mhm. Je pense que, pour parler très schématiquement, on est composé, mettons, tous de 5 couleurs. On a tous les mêmes couleurs. Ce qui différencie, c'est le dosage. Mon dosage est unique. Il est différent du tien. Mais on a les mêmes couleurs, ce qui fait que quand je parle jaune, vous comprenez jaune. Quand je parle amour, vous comprenez amour. Quand je parle haine, vous comprenez haine, etc. Et quand je travaille un personnage, alors mettons des personnages emblématiques comme, je ne sais pas, l'avare, par exemple, on a tous une part d'avarice en soi. Donc moi, je vais aller chercher ce qui est avare chez moi et je vais l'hypertrophier. La générosité, la bonté, etc. Chez moi, je vais les mettre en sommeil. Donc voilà, je vais me servir de ça et je vais explorer ça. Ce qui fait que quand on pousse ce truc-là très loin, c'est comme Daniel Day-Lewis dont on parlait tout à l'heure, c'est que c'est très difficile d'en sortir, c'est douloureux,
parce qu'on joue avec son humanité. Mmh. Donc moi, voilà, mon métier me permet d'explorer ça et du coup de rentrer dans la compréhension aussi de ce que c'est. Ce que c'est qu'un être humain, qu'est-ce que c'est cette humanité. De comprendre aussi que la personnalité n'est qu'une enveloppe. Un des rôles que j'ai le plus aimé faire, c'est un film qui est sorti au moment du premier Covid qui s'appelait Miss, qui racontait l'histoire d'un garçon qui voulait devenir Miss France, où je joue un travesti qui fait le tapin à Bois de Boulogne. Et il a fallu, et je jouais avec des vrais trans qui étaient des vrais prostituées. Donc il fallait que je sois crédible. Donc j'ai fait tout un travail pour rentrer dedans. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, de rentrer dans cette humanité-là et dans mon féminin. Mmh. Dans mon féminin, vraiment. Mmh. Mais ça me permet aussi de comprendre que c'est un aspect de moi-même. Mais ça n'est pas mon être profond. Non, c'est des enveloppes, C'est des enveloppes. des véhicules. C'est des véhicules. Ça me fait penser quand tu dis ça, je te regarde parce que je trouve que quand on fait des constellations familiales, Ouais. enfin toi tu en animes. Moi j'ai juste été en tant que représentante, machin. Il y a une forme on canalise finalement. Moi j'ai l'impression que c'est au niveau émotionnel. On canalise des choses qui ne nous appartiennent pas, mais en même temps qui nous appartiennent, qui parlent ça. d'une part de nous. Et je trouve que ça fait un peu cet effet-là de vraiment rentrer en profondeur et de mettre en sommeil Oui. le reste, en se disant si j'explorais à fond cette partie-là de mon être ou de mon véhicule, quoi. Bah, ça fait partie pour moi des expériences de non-séparation, justement. Mm. Cette porosité-là, dont Oui. tu parles, de jaune, un peu de jaune chez moi, un peu de jaune chez Oui. toi. C'est ça qui te fait l'expérience de ah bah tiens, est-ce que c'est si évident que ça que il y a toi et il y a moi? Mm. C'est pas si évident. Non, c'est pas si évident, absolument. Ouais. Oui, c'est sûr. Et alors surtout, quand on nous dit que le temps n'existe pas, que finalement on est immobile, c'est le futur qui vient vers nous. Mais c'est pas nous qui allons vers le futur. Ouais. Ça, c'est vertigineux. Ouais. Mais ça fait du bien, je trouve. Bah, c'est merveilleux. C'est de te C'est laisser le- traverser par les phrases comme ça, Bah oui. les idées comme ça. Et Guillemot, il dit une chose, mais il le dit mais parce qu'il l'a expérimenté lui, mais on sait qu'il y en a d'autres qui l'ont expérimenté. Il trouve la solution d'abord d'un problème qu'il se pose sur le plan scientifique, par exemple. Il trouve la solution, c'est-à-dire qu'il en a tout d'un coup l'intuition. À un moment T, il a l'intuition. Et il voit complètement la chose résolue. Après, il faut faire le chemin pour y aller. La démonstration, elle vient après. Voilà. Parce que le canal intuitionnel, il est... Voilà, il est direct. Bah, y a pas Mais de temps. si cette chose, il la connaît, ça veut dire que cette chose existe avant qu'il ne fasse le chemin pour y aller. Ouais. Complètement. Donc elle est là déjà. Et c'est ça, c'est le futur qui conditionne le présent. Voilà. C'est Ouais. magique ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as commencé... Alors, tu dis justement, déjà, je suis venue sur ce podcast. Tu as des sortes d'élèves, alors pas de ton école d'acteur, Non, De- non, en je sais spiritualité. pas. Est-ce que il y a déjà des gens qui t'ont demandé de leur transmettre ce que tu connaissais? Est-ce que... De leur transmettre... Alors, je ne suis pas un maître au sens traditionnel du terme, comme on peut l'entendre, parce que je n'ai pas reçu l'autorisation de ça, d'enseigner. Et on ne peut pas se décider, à moins d'être autorisé directement par là-haut, mais sinon, non. Après, il faut voir ce que c'est qu'un maître. C'est exactement ce que j'allais dire. En Égypte, le hiéroglyphe qui dit ce que c'est qu'un maître, c'est un panier. C'est-à-dire, c'est celui qui contient, c'est celui qui porte, c'est celui qui entoure, c'est celui qui protège. Moi, je parle de ce que j'ai traversé. Mon but n'est pas du tout de faire du prosélytisme parce que c'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité.
Mais c'est vrai que je parle de ce que j'ai traversé parce que je pense que si des êtres sont dans une recherche et qu'ils peuvent être touchés par ce que je peux dire et que ce que j'ai pu traverser, ce que je peux vivre, peut les aider à avancer sur leur chemin, je suis absolument ravi de leur faire prendre contact avec ça. Mais après, mon travail, entre guillemets, c'est de parler, de dire à des personnes à qui je pense que ça pourrait intéresser. Et puis après, ça les regarde d'une certaine manière. C'est plus mon travail, c'est à eux de faire le travail. C'est d'être un panier, mais pas forcément. Voilà, c'est ça. Pas percé, j'espère. Peut-être une dernière. Vas-y, je t'en prie. Je me demandais ce que tu. C'est quoi l'expérience que tu fais de cette paix dont tu as parlé, qui t'est venue au croisement de regard avec cet homme? C'est quoi la paix? Je dirais que c'est l'absence de peur, en, en partie. C'est un sentiment océanique. C'est quelque chose. Je vous donne ma paix. C'est ce que Jésus a dit en partant à ses disciples. Je vous donne ma paix. Oui. Le don de la paix, c'est une fois qu'on a la paix, on peut tout faire, quoi, d'une certaine manière. Je lisais la biographie d'un homme qui est mort maintenant, qui a été l'élève de Mahananda Mai. C'était un Français juif qui a échappé pendant la guerre à la déportation, médecin, mais qui est sorti de la guerre dans un état évidemment terrible, parce qu'il avait perdu beaucoup de gens, et qui était dans une recherche spirituelle, mais il cherchait pas dans sa religion. Et il est parti en Inde, chercher un maître. Et puis, il a vraiment pris du temps, rencontré plein de gens éminents, etc. Mais ça n'était jamais celui-là. Et il décide de rentrer à Paris. Bon, il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Et la veille ou l'avant-veille de son départ, toujours comme ça, quelqu'un lui dit, tu sais, il y a cette femme, tu devrais aller la voir. Il hésite, etc. Et puis, finalement, il y va. Et il est resté 60 ans là-bas. Et il dit une chose, ce qui m'a assez bouleversé. Il dit, parce qu'on lui demande, mais comment vous avez compris que c'était elle? Et il a dit, la paix. Ouais. Tout d'un coup, je me suis retrouvé en face de cette personne et la paix est arrivée. Et bon, moi j'ai eu ça. Après, concernant Dominique lui-même, j'ai eu des tas de doutes après, pendant les 30 ans que j'ai pu passer. Enfin, pas 30 ans, parce qu'il est mort il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, 15 ans. Mais j'ai eu des doutes concernant la personne, concernant son humanité, son caractère, ce qu'il pouvait... Il était parfois... Mais j'ai jamais eu de doute sur le travail qu'il nous avait donné à faire. C'est-à-dire sur cette pratique, est-ce que la pratique qui était baignée par... parce que la pratique toute seule, c'est rien. S'il n'y a pas la bénédiction, enfin s'il n'y a pas la baraka, ce n'est pas actif, quoi. Mais cette pratique active, et ce que ça générait, ça, c'est une chose pour moi qui était évidente. C'était incontournable, en fait. Et d'ailleurs, ça permet justement d'alléger, ce que tu dis là, d'alléger un peu cette notion qu'on pourrait avoir du maître. Oui. On a tendance à idéaliser. Oui, absolument. Alors que non, c'est un être humain. C'est un être humain. Limite, on pourrait parler d'un moment de maître. Oui, absolument. À l'instant T, tu as rencontré ton maître, mais ça ne veut pas dire que Dominique, toute sa vie, et toi, toute ta vie... Non. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, ça, c'est super important. Il y a un lien qui reste... Bien sûr, parce qu'il y a... Mais ça ne veut pas dire, parce que justement, pour ne pas avoir de désillusion ou d'idéalisation, ça reste des humains, entre guillemets. Et puis c'est surtout ça permet aussi de se dire que parfois ton maître, c'est pas forcément quelqu'un qui est... Non, absolument. Ton maître, parfois, c'est un coucher de soleil. Absolument. Pour le coup, mon maître dit souvent le disciple apparaît, le maître arrive. Exactement, c'est une phrase très connue. C'est une phrase... Et c'est Aurobindo, justement, qui avait choisi pour maître quelqu'un qui était moins cultivé que lui, moins connu que lui, moins tout ce que tu... Oui.
pour Mais dire c'est c'est pas. intéressant cette notion de maître parce que justement, je pense que c'est là où ce pouvoir, cette notion de pouvoir, elle arrive. C'est que du coup, le pouvoir, c'est quand le maître est au-dessus de la pratique, quoi. Alors que en fait, ce qui prime, ça reste quand même la pratique, Bien non? sûr. Alors, c'est ça, et c'est aussi que le maître, c'est un miroir. Ouais, C'est-à-dire qu'il ne te renvoie que ce que tu lui envoies. ouais. C'est-à-dire, si tu lui envoies ton manque de père, si tu lui envoies, il va prendre ça. Tu as besoin d'un père? D'accord, je vais être ton père. Et il va te faire des trucs insupportables. Oui, Tu vois ce que je veux oui, dire? oui, je vois C'est bien. mais c'est pas le maître qui fait ça, c'est Mm. toi en fait qui le fais. Et c'est ça qui est difficile à Contenant. comprendre. Mm. Euh, Ouais. Tu vois? Après, il faut garder son libre arbitre. Et moi, quand j'ai commencé ce travail, on m'a tout de suite dit la liberté de partir, elle est constante et permanente. Et je l'ai vécu, parce que Mm. je suis parti et personne ne m'a couru après. Mm. Et je suis revenu et personne ne m'avait demandé de revenir. Enfin, voilà, c'était. Mais c'est vrai que là. Et en même temps, on a besoin de quelqu'un qui connaît le chemin et qui nous montre la voie. Ouais. Et je trouve ça important ce que tu dis, même pour finir, que c'est pas juste un bouquin ou pas juste un. Non, parce qu'il faut que ça soit vivant. C'est ça, ouais. Il faut que ça soit Mais vivant. comme tu l'as dit, pour même le métier d'acteur, quoi, ça C'est apprend ça. par le corps, quoi. Ouais, c'est ça. Un metteur en scène qui va t'expliquer comment jouer, Ouais, tu t'en fous, ouais, même s'il parle très bien. Mais c'est ça. tu vois, s'il te met en condition Ouais, et pour comprendre, véritablement ouais, comprendre, ouais. c'est un grand metteur en scène. Hmm. Bon, on a bouclé, Ouais. on a bouclé quelque Je chose. suis. J'ai l'impression. Ça va? Il y a plein de choses là. Ouais, Enfin, ça doit je durer. faisais confiance à Angelo. Je te Bah, connais, bon, je te Oui, connaissais un oui, tout oui. petit peu à travers ton personnage public, mais je me suis dit non, c'est sûr que si Angelo a envie de l'inviter, ça va être bien. Et franchement, ah, ça a merci pour ta confiance. largement dépassé mes attentes, largement, Toi largement. qui n'en avais pas, en plus. Non, j'en avais pas, mais je me suis dit bon, c'est sûr que ça va être intéressant. Mais là, Ouais. on va en parler hors antenne. Mais Ouais. merci beaucoup, Ben, Thibaut. merci à vous. Merci Thibaut. Merci à vous. J'ai jamais fait ça, hein, C'est une première. de parler autant de ça, c'est la première fois. Bon, heureusement qu'on n'a Je pas voulais des être le millions premier. d'auditeurs. Alors. Attends, Qu'on en a que 5 à 10 000 par mois. t'inquiète pas. Je t'inquiète. Merci Thibaut. Ben, merci à vous. Merci à vous.